je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. Dans le temps, les projets d'entreprise étaient fondés selon deux modèles d'affaires. Soit une entreprise commerciale était lancée pour maximiser le rendement financier, ou un organisme de bienfaisance était créé pour maximiser le rendement social. Mais les temps ont changé. Maintenant, les entreprises ont modifié leur manière de faire des affaires. Aujourd'hui, les coopératives occupent une place de choix dans le développement économique du Québec. Et pour en discuter, j'ai rencontré Dominique Deschaines. Où on est ici? Parlez-moi de l'organisation. L'organisation, c'est la Coopérative de développement régional du Québec, qui a été fondée en 2016, en janvier 2016, mais ça se trouve être le regroupement des anciennes CDR. Nous autres, notre CDR au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle aurait 33 ans aujourd'hui. Fait que c'est une nouvelle organisation, mais qui a quand même beaucoup d'histoire. Fait que là, on est 40 employés pour couvrir les 17 régions du Québec. Ici, au Saguenay, on couvre le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Puis, essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est de promouvoir la formule coop. C'est d'aider les gens qui ont un projet d'entreprise, qui veulent utiliser la formule coop. Puis on est là pour les accompagner. Puis, il existe 170 coopératives au Saguenay, 3300 au Québec. Fait que notre mandat, notre mission, c'est d'aider les coops existantes à réaliser leurs projets de développement, d'expansion, de consolidation. Est-ce que la formule coop, c'est un moyen qui est payant pour le développement local au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, je pense sincèrement que oui, là, parce que ça permet de garder les centres de décision dans la région. Fait que c'est les gens d'ici qui décident pour des choses d'ici. Ça permet de réduire l'exode des capitaux. Quand on a des entreprises qui viennent de l'extérieur, les profits, on les envoie à Québec, à Montréal ou un peu partout. Ça permet de maintenir les emplois, de créer des emplois, mais maintenir aussi, parce que parfois, on rachète des entreprises qui sont à vendre, qui n'ont pas de repreneurs, qui n'ont pas d'acheteurs. Fait qu'on crée une coop, on la rachète. Un des éléments que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le taux de survie des coopératives est 2 fois plus élevé que l'entreprise privée. Sur une période de 10 ans, j'ai 44 coops qui atteignent cet âge-là, puis l'entreprise privée, c'est autour de 19-20 %. C'est quand même considérable. Là. Quand tu as des valeurs de solidarité, d'équité, de partage, d'égalité, de démocratie, c'est le type de valeur qui va aller chercher et qui va attirer des gens qui ont la facette ou le développement humain ou l'aspect humain qui est plus développé. Puis souvent, bien, la culture des organisations, l'aspect humain qu'on retrouve dans les organisations, c'est une culture qui se développe par les gens, par les propriétaires, par les gestionnaires. Fait que si on va chercher des gens qui ont une propension humaine, on va avoir des cultures d'entreprise avec l'aspect humain plus développé. Toute la loi sur les coops a été créée, a été montée avec les années, en ayant comme trame de fond de toujours privilégier ou de mettre préférence au capital humain plutôt qu'au capital financier. Fait que déjà là, ça aide aussi à avoir un aspect humain là, davantage puis de l'avant. Qu'est-ce qui leur fait choisir un modèle coopératif comme ça à ces jeunes-là? Pourquoi c'est devenu prédominant là, comme modèle? C'est que tu as le Cégep de Victoriaville qui met l'accent là-dessus, sur ce type de projet-là, ce type d'entreprise-là. Tu as la montée, la croissance de la demande là, pour les produits bio. Les gens veulent avoir des produits locaux également. Nous autres même, on fait la promotion de ça. Mais les gens se regroupent à l'intérieur de la formule coop pour sortir de l'isolement. Puis, tu sais, c'est pas facile à gérer. Ça demande plusieurs compétences. Fait qu'en regroupant plusieurs personnes à l'intérieur de la coop, on a plus d'argent. 2, on a plus de compétences. Puis 3, bien, on partage les responsabilités à plusieurs. Puis souvent, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ils veulent entreprendre, mais ils veulent avoir aussi une qualité de vie. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle d'avenir, un modèle d'affaires coopératif?
Bien, c'est assurément un modèle d'avenir, oui. C'est certain. Dans le domaine agroalimentaire, bon, il y a les petites fermes. Il y a une problématique qu'on voit partout au Québec, dans tous les secteurs, c'est la relève d'entreprise, un manque d'entrepreneurs pour prendre la relève. C'est sûr que le modèle coop est une option. Là. Quand on n'a pas personne de relève à l'intérieur de la famille, quand on n'a personne qui veut racheter l'entreprise, bien, on peut regrouper des travailleurs, on peut regrouper des consommateurs pour faire l'achat de ces entreprises-là, puis éviter d'avoir des fermetures d'entreprises dans la région. Bon, la relève d'entreprise, c'est un volet d'expansion potentielle, mais si on regarde dans l'agroalimentaire, pas mal tout le monde sait qu'on a des défis importants au niveau de la mise en marché, au niveau de la commercialisation de nos produits. De la transformation, on en fait, mais est-ce qu'on pourrait en faire davantage en deuxième, en troisième? Assurément. Mais c'est pas facile, la commercialisation, c'est pas facile, la transformation. Ça prend des capitaux, il y a des risques importants. Et probablement qu'en regroupant des entreprises dans une filière X, acériculteurs, bleuets, en les regroupant ensemble, on peut partager les risques, on peut partager la mise de fonds pour faire la commercialisation, on peut partager les compétences. Je pense qu'il y a un potentiel à explorer, puis je sais qu'il y a des gens qui regardent ces options-là actuellement. Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes ou des sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui s'associent pour exploiter une entreprise. Une coopérative comporte à la fois deux structures. Une structure d'association de personnes qui fonctionne de façon démocratique et qui comporte une assemblée générale et un conseil d'administration. Des conseils et des comités peuvent s'y greffer. Et, de façon complémentaire, elle comporte une structure d'entreprise similaire à la structure des entreprises privées. Une direction générale, des directions administratives, un secrétariat, des employés. La coopérative est dirigée au nom des membres par le conseil d'administration et est gérée par une personne nommée par le conseil d'administration. Cette personne relève directement du conseil. Le modèle coopératif comporte de nombreux avantages. Un cadre juridique qui réglemente les décisions collectives et qui protège les intérêts de chacun des membres, la mise en commun des ressources, un contrôle par l'ensemble des membres qui en sont propriétaires sur le principe « un membre, un vote », la distribution des ristournes selon l'utilisation du service que fait chacun de ses membres, une participation active au développement local et régional, une responsabilité limitée et un taux de survie généralement plus élevé que celui des entreprises privées. C'est le modèle coopératif, je pense que c'est vraiment un bel instrument de développement local. C'est sûr que ça prend les bonnes personnes pour les gérer, pour les administrer. C'est pas toujours facile à trouver, mais avec le vieillissement de la population actuelle, on a plein de gens qui prennent leur retraite ou qui ont pris leur retraite puis qui veulent rester actifs. Ce sont des gens qui ont beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise. Et je pense que si on est capable de les attirer pour venir participer à nos conseils d'administration, je pense qu'on gagnerait et on aurait vraiment un solide outil de développement local. Nutrinor est l'une des plus importantes coopératives alimentaires du Québec. La coop est présente dans 4 grands domaines d'expertise: l'agroalimentaire, l'agriculture, l'énergie et les quincailleries. La coopérative comptait en 2018 1075 membres et générait un chiffre d'affaires de 469 millions de dollars. Une aussi grosse coopérative contribue au maintien de plus de 785 emplois. Nutrinor fête ses 70 ans en 2019. Ensemble, les 1075 membres producteurs agricoles possèdent des actifs de près de 157 millions de dollars. Je me suis rendue à la ferme Roulois, membre de la coop, où j'ai rencontré Jean Lavoie. Il a occupé le poste de président de l'organisation de 2014 à 2019. Quel genre de services ou de ressources concrètement que ça vous permet d'avoir, de faire partie de la coopérative? La première des choses, je pense qu'on a les gestionnaires de la coop, là, le directeur général, les directeurs de domaine, toutes ces personnes-là qui s'occupent de
l'entièreté de Nutrinor, là, qui est quand même assez diversifiée. Ça nous permet aussi d'avoir un service à la ferme qui est plus proche de nous autres, qui répond vraiment à ce qu'on veut. Là, on attache encore de l'importance à la relation humaine qu'il y a avec le conseiller, avec... c'est pas juste d'acheter de l'engrais ou de la moulée ou des choses comme ça, là. La partie de relation avec notre personnel est importante aussi, là. En tout cas, moi, pour ma part, c'est quelque chose qui compte encore, là. Ces conseillers-là, c'est comme un peu des agronomes qui viennent? Il y a des agronomes, entre il y a autres? des techniciens. OK. Donc, quand vous avez une problématique ou quelqu'un vous supervise ou vous appuie ou vous aide dans l'ensemble de l'analyse de vos récoltes, de vos terres, de votre fonctionnement? On a différents individus. Comme moi ici, j'ai quelqu'un qui vient pour le suivi du troupeau, l'alimentation du troupeau. C'est eux autres, avec les analyses des fourrages qu'on a, la production du troupeau, puis ces choses-là. Ils nous sortent c'est quoi la ration qui serait idéale, puis après ça, on discute. Puis si ça répond à nos objectifs en termes de coûts, en termes de production visée, bien, on se dirige de ce côté-là. Dans les champs, c'est quelqu'un d'autre là, qui est spécialisé plus dans le végétal, qui va nous recommander des variétés. On travaille aussi pour la fertilisation, des choses comme ça, là. Les mauvaises herbes, les recommandations des herbicides ou des traitements là, pour contrôler les plantes envahissantes ou les insectes des fois, là. C'est vraiment quoi le plus grand avantage que ça vous donne de faire partie d'une coopérative? Il y a un bout de vie associative, de vie de groupe là, qu'on essaie de maintenir puis d'améliorer d'année en année aussi. Ça nous permet aussi d'avoir un mot à dire parce que dans la coopérative, chaque ferme, chaque individu a un droit de vote. Fait qu'on a un niveau d'influence là, sur les décisions qui se prennent. En cours d'année, quand il y a des choses qui sont pas à notre goût ou qu'on aimerait voir différemment, bien, on en parle aux administrateurs, puis on est en mesure à ce moment-là d'influencer les choix qui sont pris. Dans l'ensemble, là, on réussit, je pense, à combler, je dirais, 80 des demandes là, pour que le monde soit fier puis content d'être membre puis de travailler avec la coopérative. On a des qualités de ressources là, qu'un individu ou même un regroupement de quelques entreprises, on ne serait pas en mesure de faire. Est-ce qu'il y a du recrutement qui est fait? Comment ça se passe dans le concret? Souvent, quelqu'un qui va devenir producteur ou qui prend la relève de la ferme familiale, comme moi j'avais fait à l'époque, l'administrateur du secteur peut contacter la personne pour lui offrir de devenir membre. Ou ça peut être des fois le représentant là, qui suit le troupeau, qui va lui en parler. Ou des fois même la génération qui nous précède, comme il était déjà membre, bien, automatiquement, ça nous met proche là, de l'entreprise comme telle. Nutrinor, c'est une coopérative qui est très diversifiée. On a différents secteurs d'activité. On est assez diversifié. Est-ce que les uns rendent service aux autres? Est-ce que ça l'apporte encore davantage d'avoir une coopérative qui est diversifiée comme ça? Oui, oui. Ça aide. Parce que, en tout cas, entre autres, on a 4 domaines. On a le domaine des énergies où est-ce qu'il y a le pétrole, l'essence, le propane qui sont distribués de ce côté-là. Les fermes consomment du carburant comme de raison. Puis après ça, comme c'est une division qui est quand même de plus grande envergure que juste servir les fermes, bien, automatiquement, les profits de ce secteur-là vont venir nous aider aussi là, à faire développer l'entreprise. On a toute notre division agroalimentaire où est-ce qu'on a de la transformation laitière. Pour une ferme comme ici, avoir mon lait qui est transformé à proximité, mais c'est un avantage aussi. Oui. Là. Ça nous rassure, je dirais, davantage, advenant qu'il y a des problèmes dans le système de gestion de l'offre ou des choses comme ça, bien que savoir qu'il y a de la transformation à proximité, ça nous assure peut-être une continuité plus grande aussi. Au niveau de l'agroalimentaire aussi, on a des charcuteries, transformation de la viande de porc principalement. Encore là, c'est des produits qu'on essaie de travailler en région pour faire connaître, puis après ça, distribuer à la grandeur du Québec, puis même un petit peu à l'extérieur du Québec. On a, au niveau des quincailleries, encore là, ça nous dessert comme producteurs agricoles les matériaux, tous les gugus qu'on a besoin un petit peu tous les jours, mais on dessert à la population aussi en général pour nous permettre d'avoir des volumes d'affaires qui nous permettent de rester en business. Puis la division agricole qui, elle, touche directement là, les producteurs agricoles au niveau des intrants, au niveau de l'alimentation animale, au niveau de l'accès aux produits de, je dirais, fongicides, herbicides, insecticides. Après ça, dans la production animale comme ça, on a quand même des élevages à Nutrinor. On est un producteur de poulets de grill sans antibiotiques. On produit 4 millions de kilos par année là, dans la région.
L'implication de Nutrinor fait aussi qu'on a pu garder cette production-là en région parce que probablement que si Nutrinor ne s'était jamais impliqué, la production n'existerait pratiquement plus en région. Là. Il reste bien qu'un autre producteur. Quand vous dites là, que ça nous permet que Nutrinor soit là, concrètement, qu'est-ce que Nutrinor fait pour qu'on puisse continuer d'avoir ces cultures-là? C'est-tu à cause d'un engagement financier? C'est-tu le fait que la ferme ne se vende pas? À l'époque, le quota était acquis par Nutrinor, justement, là, d'une ferme qui était pour vendre le quota. Puis Nutrinor pour garder le volume de production en région, puis l'alimentation aussi. Là, les volailles, c'est beaucoup de consommation de moulées puis de grains, qui fait que Nutrinor a acquis ces quotas-là à l'époque, là, puis on a continué de développer la production. On a de la production d'œufs aussi, là. On a 2 poulaillers en production actuellement aussi. Le dernier poulailler qui a été construit pour les poules, c'est les poules en liberté. On a 25 000 pondeuses là, en liberté. Les valeurs régionales sont super importantes pour Nutrinor. Hyper important en tout cas. Ouais. On est capable de retourner aussi des profits aux producteurs agricoles qui font affaire avec Nutrinor. Ça fait que c'est quand même des montants qui sont appréciables, en tout cas pour plusieurs entreprises. Là, ça fait des montants appréciables. Puis je pense que ça donne des fois la petite étincelle qu'on a besoin pour aller de l'avant, plutôt que de dire on part de reculons. Mais quand tu vois des entreprises qui vont bien, puis qu'il y a des fermes aussi qui suivent un groupe qui vont bien, bien des fois, ça nous donne la petite tape dans le dos là, pour cheminer de façon positive, plutôt que de voir juste du négatif dans tout ce qu'on fait. Là. Puis il y a le développement durable aussi qui est super important. Vous êtes précurseur dans le développement durable dans la région. Vous êtes exemplaire. Depuis 2009 qu'on a pris la décision de vraiment intégrer le développement durable dans Nutrinor même. Puis depuis 3 ans à peu près, on travaille à l'étendre plus au niveau des producteurs agricoles aussi. On a un objectif ambitieux, je pense, là, mais réalisable, de faire de l'agriculture régionale une agriculture durable. Puis ce qui est beau, c'est qu'en même temps que vous influencez les fermes pour aller vers un virage plus responsable ou même biologique, de l'autre côté, vous ouvrez le marché puis vous travaillez le marché pour ces fermes-là qui soient capables de valoriser puis de passer leur lait avec une valeur ajoutée avec vos produits biologiques. Pour créer un produit ou pour faire un produit, il faut regarder qu'est-ce que le consommateur veut. Puis après ça, il faut organiser la chaîne de production pour livrer au consommateur qu'est-ce qu'il veut. Puis là, à ce moment-là, des fois, on est capable d'ajuster le prix pour que ça soit intéressant pour le producteur à la base aussi. Là. Ça se développe à long terme. Là. Il faut vraiment regarder qu'est-ce que le consommateur veut. Qu'est-ce que vous êtes le plus fier au niveau de la coopérative Nutrinor? Je pense que c'est devenu quelque chose que les producteurs agricoles, au niveau provincial, on voit toutes sortes de choses. Il y a des périodes qui sont difficiles. Dans la région, je pense qu'il y a un petit vent d'optimisme qui est peut-être pas juste dû à Nutrinor, là, mais le fait du rayonnement de Nutrinor, le fait qu'on soit relevé de façon très importante depuis le début des années 2000, je pense que c'est vraiment un moteur là, puis un stimulant là, pour toute la région là, de ce côté-là. C'est quand même un moteur économique important. Là. Vraiment? Je pense qu'on parle souvent de Rio Tinto ou de Résolu, qui sont des gros employeurs aussi, là, mais on devient un joueur quand même là, majeur aussi de ce côté-là. Puis en plus, 100 régional avec des profits qui demeurent dans la région. 100 On retourne au milieu là, à 1 million, 1,5 million par année. Là. Wow! La Corporation des entreprises jeunesse a la mission d'accompagner des personnes à réintégrer le marché du travail par le biais d'une expérience réelle, encadrée, enrichissante et valorisante. À Chicoutimi, on compte 3 différents plateaux de travail, la librairie La Source, Place du Presbytère et le Café du Presbytère. Plateau d'insertion socio-professionnelle des entreprises jeunesse, ce restaurant est ambassadeur de saveurs boréales. Il est reconnu tant pour sa cuisine que pour son travail auprès des personnes en insertion. Le Café du Presbytère est un trésor humain et culinaire. Nathalie, Sophie, il y a 2 choses qui différencient le Café du Presbytère.
pour moi en tout cas. La première, c'est tous les produits sauvages, la cueillette que si vous faites vous-même en plus, qui est intégrée dans votre menu. Puis il y a la façon dont vous faites la cuisine avec les employés auxquels vous faites une place. Puis Nathalie, je pense que ça a toujours été dans ta façon de voir l'entreprise. Oui, bien, disons qu'au début, quand j'ai accepté d'ouvrir le Café du Presbytère, parce que le Café du Presbytère appartient aux entreprises jeunesse, puis je connais les entreprises jeunesse depuis pratiquement 20 ans. Alors, quand j'ai accepté d'ouvrir le café, c'est que je savais que ça pourrait être un café communautaire. C'est sûr que ça allait évoluer, mais je savais qu'il y avait une mission sociale qui était en arrière de ça. La mission, alors, comme au début, la mission du café était de donner une chance aux jeunes d'acquérir leurs premières expériences de travail. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est modifié parce que c'était pas juste les jeunes qui avaient besoin d'acquérir une expérience de travail, mais aussi d'intégrer les gens qui étaient éloignés du marché du travail pour X raisons. Soit à cause d'une maternité, soit parce que la personne elle était en prison, soit parce qu'elle a vécu des échecs. À partir de ce moment-là, bien, tranquillement, pas vite, le café a développé de plus en plus sa mission. L'insertion socio-professionnelle des personnes qui sont éloignées du marché du travail pour inclure tout le monde, pas juste les jeunes, mais les moins jeunes. Dans le day-to-day, comment ça se passe de trouver des gens comme ça? Est-ce que, parce qu'il faut que ça concorde avec la mission que vous êtes donnée, est-ce qu'il y a des organismes qui encadrent ça? On travaille en collaboration avec le Centre local d'emploi, entre autres, tout ce qu'eux nous ouvrent 2 postes par année, un à la plonge puis un comme aide cuisinier. Mais ça va être surtout par accès de travail femmes, par les carrefours jeunesse, par leur connaître. On a eu beaucoup de jeunes. Sophie, elle a eu à superviser beaucoup de jeunes comme aide au service tout le long de l'année, qui étaient là pour développer leur habileté, mais pas juste leur habileté, mais leur savoir-être, puis sortir de ce pattern-là qui est de l'aide sociale. Sophie, qu'est-ce que c'est ton rôle, toi, au café? Bien, moi, je pense que c'est un peu un rôle d'exemple. C'est la façon que je m'y prends, en tout cas, dans l'insertion socio-professionnelle comme on essaye de faire. C'est d'essayer de faire ma job le mieux possible, de montrer comment c'est quand on travaille bien, de quoi ça a l'air, comment on répond au monde, puis tout ça. Puis souvent, ça motive. Donc, je pense que mon rôle, c'est un petit peu... C'est vraiment ça, là. C'est l'apprentissage par l'exemple, puis la supervision, c'est sûr. Ouais. L'apprentissage de prise en charge personnelle, la responsabilisation, l'encadrement, là, vraiment beaucoup d'encadrement. Ah oui, Sophie, montre tes talents de barista. Et voilà. On choisit quand même le poste de la personne selon ses capacités, puis selon où on s'amuse avec ça, puis quelqu'un qui... On va prendre la peine de le mettre sur le plancher parce qu'on a besoin d'aller travailler quelque chose. Ou est-ce que ça leur rend service à l'autre? Oui. Moi, je pense que ça se balance. Quand ils viennent, on voit avec eux, dépendamment de la place aussi, parce que la cuisine n'est pas ce qu'il y a de plus grande. Hein? Il y a comme un minimum de personnes qui peuvent être en cuisine. Au début, les gens, ils veulent tout être en cuisine. Tu sais? Wow! Ils pensent que c'est ce qu'ils voyaient à la TV. Là, puis finalement, je les mets avec Sophie. Souvent, quand la cuisine, on a trop de monde en cuisine, puis ils sont très attachés à Sophie. C'est assez impressionnant parce que Sophie, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle est d'un calme, elle est d'une patience, puis d'un amour infini. Même, il y en a qui viennent et disent « Sophie, es-tu là? » Dépendamment de où ils sont rendus, c'est quoi qu'ils ont à développer. Puis dépendamment si j'ai de la place ou non en cuisine, ils vont être au service avec Sophie. Que ce soit un couteau qu'ils apprennent à travailler avec ou qu'ils apprennent à sticker les ustensiles, c'est qu'ils apprennent le b.a.-ba de la vie. Apprendre à se lever, appeler quand on est en retard, c'est tout le petit... C'est comme des mamans. Je préférais pas le dire, mais oui. Je pense que des fois, il y a une job qui n'a pas été faite. En tout cas, moi, je pense. C'est un constat, je ne détiens pas la vérité. Ouais. Mais j'ai comme le constat qu'il y a une job qui n'a pas été faite au niveau de la prise en charge de ces jeunes-là, je trouve, ces dernières années là, que moi, j'ai au café. Ouais. Ça fait quand même 18 ans que je suis au café. Puis on doit tout leur montrer, le b.a.-ba. Puis un cadre qu'ils n'ont jamais eu. Au lieu d'être constamment des échecs dans ta vie, quand tu as des réussites, t'sais, ça forge la confiance. Pourquoi ils sont là souvent? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Il y a un bout qui n'est pas là, c'est la confiance. Parce que si étant jeune, mais encore là, je ne détiens pas la vérité, là, c'est mon idée, si en étant jeune, on a tout fait à la place des enfants, puis qu'on les a toujours surprotégés, ils n'ont pas appris à faire leur premier pas,
par eux autres mêmes. Fait qu'ils n'ont pas appris à avoir des noms, ils n'ont pas appris à avoir des échecs. Bien, c'est les échecs qui font qu'on se relève puis qu'on développe des nouvelles façons de faire. Fait que c'est tout ça qu'ils viennent apprendre ici. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça? C'est gros, là. C'est pas n'importe qui peut prendre un métier. Ça prend une ouverture d'esprit énorme. Ça prend beaucoup, beaucoup d'amour, Oui. je pense, pour faire à manger, pour servir, pour avoir des équipes comme ça qui bougent. Puis il faut... moi, je pense que c'est la seule grande qualité que ça prend, c'est avoir plein, plein, plein d'amour à donner. Ouais. Est-ce que tu comprenais dans quelle galère tu t'embarquais quand tu t'en venais oui. Moi, ici? ça fait longtemps que je vais et viens, comme je butine. Mais oui. Puis quand j'ai commencé ici, c'était pas encore ambassadeur boréal, mais on faisait déjà de l'intervention puis de l'insertion socio-professionnelle. Puis c'est vraiment ça qui m'a ramenée ici aussi. Quand j'ai fini mon bac en psychologie, j'ai eu envie de continuer à travailler dans le domaine de la restauration, mais en ayant un petit plus pour moi, personnel, puis de me sentir aidée aussi dans ma communauté, puis d'apporter quelque chose, de semer des graines un peu plus. C'est vraiment plus large que de la gestion des ressources humaines régulières, là. Ah, bien, je pense que ça n'a même pas à voir. Oui, parce que là, on fait pas des choix, là. On dit pas oui ou non, ou tu es à ta place ou pas. C'est juste, bien, on va te donner la chance de regarder c'est quoi ton potentiel dans le travail. Puis si c'est pas cette job-là, ça va être un autre. Mais au bout du compte, les qualités d'un travailleur, ça vire souvent autour des mêmes. Puis c'est ce qu'on essaye de leur faire développer ici, autant dans la cuisine que du côté du service. Refusant de dissocier le développement économique du développement social, l'économie sociale, surtout par son modèle coopératif, exerce un leadership en cette période où l'on repense le modèle capitaliste. La pression du profit et de l'économie mondiale est forte, mais plusieurs résistent. Certains, comme Nathalie Thibault, font même passer l'humain avant les affaires. Il y a fort à parier qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les entreprises d'économie sociale prendront de plus en plus de place dans les prochaines années, notamment grâce au travail de promotion et de valorisation.